Merci Émilie Dez, on vous retrouve je crois à 12h30. Exactement, c'est ça voilà, ouais. tout à l'heure. À tout à l'heure. Europe 1, 11h30, 13h. Charles Huillier et vous. Et on pense très fort à vous si vous habitez l'Aude, les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône et tout le sud de la France également, parce que l'été s'annonce extrêmement compliqué d'un point de vue feu de forêt. Nous avons entendu Christophe il y a quelques minutes, Christophe qui nous appelait du Canet-en-Roussillon, tout près de Perpignan. Il nous décrivait justement un camping évacué et des touristes nord-européens complètement désarçonnés parce que évidemment pas habitués à ce qu'il se passe donc en ce moment en France. Allez, et puis l'actualité, c'est évidemment le football. Le football, on l'évoquera en fin d'émission parce que Jacques Vendroux viendra nous rejoindre pour évoquer France-Paraguay demain soir 23h, 8e de finale de Coupe du Monde. Et puis nous Géraldine, oui. Pas Émilie, Géraldine, nous sommes en compagnie de nos chroniqueurs Georges Fenech et William Tay. et puis de Reda Bellage Oui, aussi. notre Invité Reda Bellage, Bonjour. parce que bonjour Reda Bellage, je suis ravi de vous accueillir donc ce midi sur Europe 1. L'équipe de France jouera demain soir donc face au Paraguay. Jusqu'ici, il faut reconnaître que tout se déroule bien sur le plan de la sécurité. La menace a été contenue. Pas ou peu d'émeutes urbaines. Rappelons quand même qu'à Calais, après le match de la Norvège, quelques affrontements ont eu lieu en marge donc de cette rencontre avec les forces de l'ordre. Ce n'est pas anodin, mais cela n'a rien à voir, bien sûr, avec ce qu'on a connu en marge du match du PSG lors de la finale de la Ligue des Champions. Alors, Reda Bellage, vous êtes porte-parole du syndicat Unité Police Île-de-France. Tout va dépendre des résultats de la France, évidemment, mais est-ce que vous avez des craintes pour les prochaines échéances parce que des matchs à haut risque pourraient avoir lieu? Oui, on a des craintes et on s'y prépare. Comme vous l'avez dit juste avant, on avait alerté l'année dernière avant la demi-finale de la Ligue des Champions et avant la finale. Et il s'est passé ce que j'avais dit sur le plateau d'Europe 1, c'est-à-dire qu'on a eu des violences urbaines sur la demi et puis sur la finale, c'était une catastrophe. Même chose cette année. On a multiplié presque par 2 les effectifs. On avait 8000 policiers juste sur Paris et sa banlieue. 230 blessés quand même, cette fois-ci lors de la finale de la Ligue des Champions. Et 780 interpellations. Et je rappelle qu'au lendemain de la finale, nos autorités ont dit qu'ils avaient maîtrisé et contrôlé la situation. Selon vous? Selon moi, non, pas du tout. Puisque à partir du moment où vous avez 233 fonctionnaires de police et gendarmes blessés, vous n'avez pas maîtrisé la situation. Alors après, ça dépend si la vie ou l'intégrité d'un policier, elle a de l'importance ou pas. Moi, je suis rentré au syndicat Unité pour protéger ceux qui nous protègent. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je suis content de ce qui s'est passé. Il faut savoir qu'on manquait d'eau, qu'on manquait de nourriture, notamment le dimanche, et qu'on était en zone de guerre. Pour certains, c'était pas le chaos, c'était pas la guerre, mais pour moi, on était en zone de guerre. Pour moi, on était en zone de guerre, et même en zone de guerre, quand il y a une guerre à l'étranger, on a des rations de survie pour les militaires. Je pense que le minimum, ce serait d'avoir la même chose pour les policiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a utilisé des collègues de commissariat qui, à mon sens, ne sont pas entraînés pour évoluer. C'est-à-dire des administratifs, c'est ça? Non, des collègues de police secours, mais qui sont issus de la banlieue. En fait, la doctrine des violences urbaines, elle est différente du maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre, vous agissez que sur commandement. Violence urbaine, vous agissez quasiment en initiative, un peu sur commandement, mais en flagrant délit. Mais en tout cas, la première chose qu'on vous dit dans cette doctrine, c'est que vous devez connaître le secteur sur lequel vous évoluez. Vous prenez un gars comme moi, qui a fait 25 ans de Val-de-Marne, vous me mettez dans Paris, je ne connais pas les rues de Paris. Je ne sais pas où les gars ils peuvent les quartiers chauds, les quartiers. Ce qui est très inquiétant aussi, Reda Bellage, c'est que cette semaine, vos confrères ont manifesté pour réclamer davantage de moyens. Vous y étiez effectivement, Reda Bellage. Aujourd'hui, ceux à qui vous faites face lors de ces émeutes, eux, ne manquent pas de moyens. Ils ont des mortiers d'artifice, ils ont des armes parfois plus perfectionnées que celles des forces de l'ordre. Et c'est là où il y a un problème. C'est parce que aujourd'hui, votre matériel, les voitures éventuellement, mais c'est pas le plus important, quoique, mais il y a aussi peut-être les moyens dont vous disposez aujourd'hui ne sont plus adaptés à la faune, pardon pour le terme, qu'il y a face à vous. Alors, je vais pas me permettre, je vais pas vous contredire, mais on a le matériel.
de défense. Le problème, c'est qu'on ne nous laisse pas l'utiliser. C'est-à-dire que moi, j'ai des effectifs, par exemple des motards, à qui on a interdit d'avoir un gilet tactique. Pourquoi ça ? Je sais pas. Un gilet tactique, c'est quoi ? Un gilet tactique, c'est un gilet que vous mettez sur vous. Vous avez le gilet pare-balles discret qui est dessus. Et dessus, ça vous permet d'avoir les grenades. Ça évite aux collègues motards, par exemple, de descendre de sa moto pour prendre sa grenade. Pourquoi on vous empêche d'avoir ça ? Je sais pas, moi, vous savez. Un jour, un directeur m'a dit, qui a eu pour le coup le droit à 1350 € de plus sur sa fiche de paye, m'a expliqué que les syndicats n'avaient pas à intervenir dans l'opérationnel. Et moi, je lui ai répondu, vous avez raison, monsieur le directeur, vous oubliez juste une précision, c'est que mon travail, c'est de faire tout pour que les collègues travaillent dans des bonnes conditions de travail. Donc si au niveau opérationnel, je me retrouve avec 233 blessés, excusez-moi, oui, j'ai le droit d'intervenir. Donc en fait, et on a eu un problème aussi au niveau des grenades, par exemple, c'est-à-dire que les collègues n'avaient pas le droit de prendre par exemple 4 grenades, on les rationnait à 1 grenade par collègue. Donc du coup, en fait, vous vous retrouvez, et là je vous rejoins, face à des individus qui ont qui tirent au mortier. Il faut savoir que le tir de mortier, c'est 290 km/h. Vous imaginez quand ça impacte et ça pète, c'est vraiment impressionnant. Et on a eu 3 blessés très graves, notamment au Trocadéro. Et face à eux, nous on fait quoi ? On a une matraque télescopique de défense, c'est-à-dire qu'on arrête les coups, comme dans les dessins animés. On peut rien faire en fait. Donc je pense que l'administration, voire même l'État, voire même la préfecture de police, a peur, en fait. A peur des dommages collatéraux qu'elle ne veut pas assumer. Les LBD. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit d'être ultra violents avec les policiers, mais les policiers n'ont pas le droit d'utiliser une violence légitime. Parce que Georges Fenech, justement, je vous donne la parole. Oui, dans l'armement, vous n'avez plus, je crois, les grenades de désencerclement. Je crois que ça s'est terminé, malheureusement. On a changé le nom. Oui. Voilà, on fait que changer le nom. Vous savez, moi, quand je suis rentré dans la police, on m'a dit, le moniteur m'avait dit à l'époque, pour la petite anecdote, là, je lui mets un coup de poing s'il essaie de mettre un coup de couteau. Non, tu mets pas un coup de poing, tu mets un atémi. Oui. Alors, au niveau, vous êtes un procédurier. Vous savez que c'est pas la même chose. Technique, messieurs, sans être trop technique, pardonnez-moi, Reda Bellage. Et en plus, il y a une crainte de la part de vos confrères, parce que s'il y a, je ne sais quelle bavure, j'ose le mot, après on en a pour peut-être 1 mois d'émeute, plusieurs semaines en tout cas, les militants associatifs qui vont vous en mettre plein la figure. Il y aura aussi des militants politiques, vous savez, suivez mon regard de qui je parle. Et c'est vrai qu'il y a aussi, malheureusement, je le dis avec beaucoup de pudeur depuis l'affaire Naël, il y a une peur quant à l'intervention chez vos confrères. Voilà, on a créé une jurisprudence de la peur, de la crainte du policier. Une jurisprudence de la peur. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un policier, il va peut-être moins bien faire son travail. Pourquoi ? Parce qu'il va avoir peur d'aller en prison. Et ça, et je pense que l'administration n'a pas peur que le policier aille en prison, puisque jusqu'au plus haut sommet de l'État, on avait condamné Florian, quand vous parlez de l'affaire Naël. Florian, c'est le collègue qui a choisi de faire usage de son arme. Il a été condamné dans les 24 heures. Et le président de la République avait dit inexcusable et inexplicable. Donc il a été au-delà de il n'a pas respecté la présomption d'innocence, alors qu'il représente l'État, le collègue. France-Maroc, peut-être, alors ça dépendra des résultats sportifs de la France demain soir face au Paraguay et du Maroc face au Canada, mais France-Maroc dans 6 jours peut-être est un match à haut risque, et on en parle dans un instant avec vous, Reda Bellage. On se quitte quelques secondes. Tout à fait, Reda Bellage, est-ce que France-Maroc, si cette rencontre arrive, parce que tout n'est pas sûr, je le rappelle, cela dépendra des résultats de chacune des 2 équipes, mais si ce match a lieu, ce sera dans 6 jours, le 9 juillet, donc 5 jours avant les festivités donc pour la fête nationale. Est-ce un match à haut risque, ça, Reda Bellage ? Oui, bien sûr, c'est un match à haut risque. Donc déjà, par rapport à l'horaire, puisqu'il se jouera, il se jouera le 9, sauf erreur de ma part, je crois le 9 décembre à 22h. Donc les horaires correspondent à des horaires... Le 9 juillet, 9 juillet, pardon, 9 excusez-moi. 9 juillet à 22h, donc l'horaire déjà, c'est un horaire où il suffit qu'il fasse un peu chaud, qu'il y ait encore des métros et des RER. C'est une prémisse à ce qu'il y ait un déplacement sur Paris pour regarder le match, s'il y a fan zone ou s'il n'y a pas fan zone. On va avoir la banlieue à gérer, on va avoir Paris intramuros à gérer. Derrière aussi, s'il y a victoire du Maroc. Alors je rappelle que pour moi, en tout cas, c'est mon avis, c'est pas forcément des supporters marocains, c'est des gens qui ont été élevés, je sais pas, dans une culture du laxisme en France, parce que moi je suis aussi d'origine marocaine. Ma mère m'a toujours appris à respecter
l'ordre et à respecter la police. C'est mon avis. Voilà. Et à pas faire de généralité. Personne ne fait de généralité. Voilà. Eux, je pense qu'ils en font un peu trop. Ils se victimisent beaucoup. Et du coup, au lieu de... Voilà, ils ont un problème identitaire. Et ça, c'est un vrai sujet. On a vu des... Bon, peut-être pas avec le Maroc, mais d'autres équipes siffler, des binationaux siffler la Marseillaise. Alors, voilà, c'est des choses quand même qui sont assez graves. Donc on a un problème identitaire qu'on n'arrive pas à résoudre en France. Et c'est encore peut-être les policiers qui vont devoir le résoudre. Reda Bellage, moi il y a quelque chose qui me fascine. France-Côte d'Ivoire, il y a 3 semaines, c'était à la Beaujoire, je crois, ce match. La France a perdu, bref, parce que la Côte d'Ivoire avait une magnifique équipe. L'hymne français a été applaudi par les Ivoiriens, les supporters ivoiriens dans ce stade de la Beaujoire. C'est extrêmement intéressant cet exemple parce que nous avons un passé colonial, c'est vrai, douloureux avec nos amis ivoiriens. Et pourtant, je ne suis pas persuadé que si on avait un France-Algérie, un France-Maroc ou un France-Tunisie aujourd'hui au Stade de France, la Marseillaise serait applaudie comme cela a été le cas il y a quelques semaines face à la Côte d'Ivoire. Reda Bellage, vous en pensez quoi? Écoutez, moi, je peux pas vous répondre. Moi, ce que je sais, moi, c'est je prends l'exemple d'un match en 2001, France-Algérie au Stade de France. Oui, je me match souviens, arrêté, Marseillaise sifflée, stade envahi. Je me souviens très bien de ce match-là, et ça a donné une image, si je puis dire, pour la communauté maghrébine qui est plutôt négative. Ça a peut-être même été un tournant, mais je pense que, alors, je vais pas les excuser. Mais je me rends compte, à force de faire des plateaux et à force de discuter avec des jeunes, parce que j'ai travaillé en police de proximité, qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont un problème identitaire. Et je pense que l'État a sa part de responsabilité aussi. Parce que je pense que c'est vrai que les parents, déjà, ils ont une part de responsabilité parce que certains ont très mal élevé leurs enfants. Et que voilà, il y a plein de choses. Vous savez, moi, j'ai appris comme ça, la religion, c'est à la mosquée, à la maison. Voilà, point barre. C'est pas dans les rues. Donc c'est un exemple que je vous donne. Mais eux, ils ont une vision des choses qui est complètement différente. Est-ce que ces jeunes dont Reda Bellage parle ne sont-ils pas aussi finalement influencés par certains courants politiques qui se servent finalement de la rente mémorielle comme d'un carburant à la violence et à ce sentiment anti-France? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Je comprends, mais est-ce que vous me permettez d'abord une toute petite remarque? La manière dont nous parlons de ceci, vous avez présenté très justement le risque que pourrait représenter un quart de finale, si j'ai bien compris, France-Maroc. On devrait bien au contraire se réjouir. Mais s'il y avait un quart de finale France-Maroc, parce que nous avons la meilleure équipe du monde, la France, et le Maroc, quelle équipe extraordinaire, bien sûr, qui a organisé la CAN chez elle, qui a gagné d'ailleurs la coupe. Elle a gagné. Voilà. Bon, elle est arrivée en finale, je sais qu'il y a eu quelques difficultés, mais ça s'est quand même bien passé. On devrait se réjouir parce que 2 belles équipes et puis nous sommes 2 pays amis. Nous sommes 2 pays amis, effectivement. Il n'y a aucun problème diplomatique avec le Maroc aujourd'hui, vous comprenez? Et donc, malheureusement, pourquoi est-ce un match à haut risque? Mais c'est pas moi qui le fais. Mais oui, je peux vous le dire, Georges Fenech, les autorités sont en alerte aujourd'hui si ce match a lieu. Et Reda Bellage l'a confirmé. Et bien sûr, et les raisons, on les connaît les raisons. C'est que nous avons effectivement des jeunes en mal d'identité existentielle, etc., avec une lourde responsabilité de Il n'y a pas de l'État. problème avec le Maroc, genre. Ça, c'est sûr. Comment? Il n'y a pas de problème avec le Maroc. Comment? Comme tu l'as dit toi-même, il n'y a pas de problème avec le Maroc. C'est pas le Maroc qui utilise non, ce les sont jeunes. les jeunes qui sont ici. Oui, voilà. Et c'est pour ça que nous moi, le savons, il y a un sentiment d'impunité totale. Voilà. On sait très bien comment ça se passe. Nous n'avons pas les bons textes. D'ailleurs, il devrait y avoir ce fameux délit de comment s'appelle-t-il, William, le délit de non pas d'association, mais de... L'association de malfaiteurs. Non, pas d'association de malfaiteurs. Bon, mais en tout la cas, loi anti-casseurs. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous attrapez un jeune dans un groupe violent qui commet des dégradations, vous êtes présumé faire partie de ses auteurs. Or, la justice a du mal à imputer, ce qui fait qu'ils sont relâchés bien souvent, sentiment d'impunité, une police qui n'est pas suffisamment armée et une justice qui, au bout de la chaîne, ne répond pas. Et donc, vous savez, des jeunes qui viennent et qui, pour... manifester, je ne sais quel problème, la Palestine, on a vu ça lors de la finale de Ligue des Champions, c'était la Palestine. Et encouragé, nos amis de frontière l'ont d'ailleurs documenté. Par certains mouvements politiques, vous avez raison, qui allument les braises. Reda Bellage, en cas de victoire de la France à la Coupe du Monde, est-ce que vous prédisez un scénario catastrophe, le chaos? Écoutez, alors, les 2 finales de Ligue des Champions... William Tay vous dit non, c'est des bêtises. Alors, ça serait dommage. Les 2 dernières Ligues des Champions, faut comprendre une chose. Les gens avec qui on a des problèmes et les profils avec qui on a des problèmes, c'est pas les profils de 98. C'est pas les 1 million de personnes qui étaient sur les champs. Et tout s'est bien passé. Une femme avait paniqué. Voilà. Mais sinon, les gens sont venus pour faire la fête, pour voir les joueurs. Voilà. Mais la France,
a changé. En C'est-à-dire 27 ans, qu'aujourd'hui, la France n'est plus la À même. l'époque, n'est on parlait plus la de même. Black C'est-à-dire Blamber, hein. qu'aujourd'hui, pour manifester la joie, il y a des jeunes adultes ou jeunes mineurs qui, pour manifester leur joie, ils brûlent des voitures et ils violentent des policiers. Moi, je vous le dis. Voilà, je dis les mots. Et moi, je pense qu'à un moment, si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'il y ait une peine Bien sûr, minimale quand vous attaquez à un pompier, bien sûr. un SAMU, une infirmière ou un policier. Il faut qu'il y ait Voilà. un barème, en fait. Voilà, il faut un Mhm. barème minimum. Là, on a vu l'affaire Traoré. Le gars, il a pris violence sur une manifestation, il s'en est pris un policier. Il a été condamné. Il a pris du bracelet électronique. C'est quoi le message que vous envoyez? Alors que, C'est un encouragement, selon vous, Reda Bellach? bien sûr, Mm. vous encouragez à violenter les policiers. Vous encouragez à violenter Donc, ceux qui protègent Si les la France Français. gagne la Coupe du Monde, ce qu'on a vécu il y a quelques semaines lors de Bah la oui, bah finale en fait, de la c'est Ligue très des simple. Champions. C'est très simple, monsieur. Quand Paris a gagné, les principaux problèmes ont eu lieu en région parisienne. Oui. Là, vous imaginez, si la France gagne, vous risquez d'avoir, il y a un risque de problème sur Bordeaux, sur Lyon, sur Marseille, sur toutes les grandes villes de France. Donc, vous vous doutez bien que le risque, il est 10 fois plus élevé. Donc, ce qu'on a connu donc, lors de la finale du match du PSG en Ligue des Champions, vous dites que ce n'est rien à côté de ce que va Bien sûr. donner une finale de Coupe du Monde. Malheureusement, oui. On le voit sur les réseaux Jean sociaux, il y a Fenech, déjà d'où- des appels par rapport à ça. Donc, Attendez, oui, vous avez accès à des canaux, je crois, Bien sûr. Reda Bellach, Vous pouvez- qui montrent qu'il y a déjà des on appels. commence déjà à vendre sur le marché les mortiers qui vont bien, on commence déjà à faire la propagande de ce Jean jour-là. Fenech, ancien magistrat. D'où l'intérêt des mesures que prennent certains maires, dont le maire de Denain, vous avez vu. Oui, couvre-feu, tout à fait. Couvre-feu pour les mineurs de 16 ans. Mmh. Ça, à mon avis, on devrait Et le faire sur le plan national. C'est le sur cas un- également à Calais, où d'ailleurs, Reda Bellach, plusieurs de vos collègues ont essuyé des coups. Alors, c'est malheureusement la routine, hein, pardon Reda, mais à Calais, vos collègues ont essuyé des tirs de mortier d'artifice, 2 interpellations, hein, c'est pas beaucoup, et donc couvre-feu pour les Couvre-feu, mineurs. c'est une excellente mesure. Alors oui, Ouais. seule solution pour vous, Georges Fenech, ça, le couvre-feu. Une solution, ça Oui. n'est pas la seule solution, mais déjà... C'est un pansement, quoi. Voilà, moi, je pense qu'il y a des maires... D'ailleurs, j'ai noté que ce sont des maires socialistes. Hein. C'est quand même Effectivement, à intéressant de Denain, voir. c'est une socialiste. C'est une tout à fait. socialiste, donc Oui, c'est oui, intéressant. Je pense sociologie. qu'il faut multiplier ces mesures. Merci Reda Bellach Avec d'avoir plaisir. été parmi nous ce matin. On espère bien sûr que s'il y a un France-Maroc, ça se passera bien, parce qu'en plus le Maroc est une magnifique équipe de football. sûr. Bouhaddi, Issa Diop, Brahim Diaz, ça c'est des footballeurs. Ouais. Et alors je le dis sans chauvinisme, hein, mais bon, le Maroc doit aussi beaucoup à la formation française, hein, parce qu'il y a quelques binationaux. Voilà, c'est pas un crime que de dire ça. Oui, et j'ai oublié de préciser, Mm. c'est pour ça que ça change les choses, c'est que vous avez la fête nationale. Parce qu'en Et France, voilà. quand il y a la fête nationale, on brûle des voitures dans toute la France aussi. Et c'est là où est le Ce problème. sera 5 jours après, éventuellement, Voilà, le match pour la France-Maroc. finale, je parle. Hein. Enfin, pour la demi-finale. La demi-finale est le 14. La demi-finale de la Coupe du Monde, si Ouais. la France, Voilà. c'est le 14. Exactement. Et ce ne sera pas contre le Maroc, mais Ah oui. et si le Maroc est en demi-finale, le 14. Non mais dites-moi, Reda. Non, mais on verra. mais le on Maroc, verra, non, mais le on Maroc verra. battra pas la France. Ça, Bon, William Ten n'est pas on n'est d'accord. pas devant encore. 13h, Charles Villiers et vous. Merci à tous d'être avec nous. On est ensemble avec Géraldine. je suis toujours là. Jusqu'à 13h et avec nos 2 débatteurs du jour. William Tay, fondateur du Cercle de réflexion Le Millénaire, vous êtes politologue. Et puis Georges Fenech, ancien magistrat. J'accueille aussi Pierre Valentin. Bonjour Pierre Valentin. Bonjour. Alors, pourquoi j'ai tenu à vous faire venir Pierre Valentin, c'est parce que vous sortez un livre extrêmement intéressant qui s'appelle Malaise dans la Gen Z. C'est chez Gallimard. Vous disséquez les causes de la détresse de cette classe d'âge. En fait, la Gen Z, ce sont les 13-31 ans. Pour faire l'âge, on est d'accord sur la définition, Pierre Valentin. Alors, est-on trop sévère avec cette Gen Z ? Je vous cache pas que je trouve ça très intéressant parce que je fais partie de ceux qui ont des a priori sur cette Gen Z. Je les trouve un peu trop individualistes, un peu tir au flanc, je dresse des généralités, mais c'est volontaire, afin de vous donner la parole et de susciter une contradiction. Mais c'est vrai que, est-ce que vous confirmez, Pierre Valentin, qu'il y a quand même une prédominance de la dépression dans cette classe d'âge ?
Oui, c'est une progression qu'on aperçoit depuis plusieurs années maintenant, voire plusieurs décennies. Typiquement, que ce soit aux États-Unis, dans une moindre mesure en Europe, au cours du XXe siècle, chaque génération a une trajectoire dépressive supérieure à la précédente. Donc c'est un problème qui vient de loin. Okay. Et ensuite, on a vu 2 ruptures dans les courbes. En plus de cela, c'est la première moitié de la décennie 2010, notamment via la question du smartphone. Et ensuite, le début de la décennie 2020, avec la question du Covid et des confinements. Où là, on a vu une véritable explosion. Et j'ajouterai une observation sociologique intéressante que j'ai pu voir au cours de la promotion de Malaise dans la génération Z, qui est que je dois déployer beaucoup d'énergie pour convaincre uniquement ceux qui ne côtoient pas massivement cette génération de l'ampleur de la crise. D'accord, très bien. Les professeurs, les parents, les psychologues, etc. sont conscients. Abondent, dans mon sens, d'exemples, d'anecdotes extraordinaires du mal-être de cette génération. Bon, alors, quand on dit dépression, est-ce que c'est parce que je crois qu'un quart des 15-30 ans souffrent de dépression? Est-ce que ça a été diagnostiqué, cette histoire? Un médecin, psychiatre a dit « vous êtes en dépression » ou est-ce que c'est juste du déclaratif, Pierre Valentin? Alors, il y a, je comprends l'intérêt de la question, qui est de se poser s'il n'y a pas un phénomène de surdiagnostic et de surdéclaration. C'est tout à fait ça. La difficulté qu'on a, c'est qu'il y a des données froides et dures de la question de la détresse mentale qui s'observent pour le coup uniquement par des docteurs et qui ont là progressé. Donc il y a la question des hospitalisations en psychiatrie qui a connu une très forte progression depuis le Covid, par exemple. La question de l'automutilation et plus tragiquement des tentatives de suicide. Donc là, ça permet de rejoindre, si on veut, les données froides avec les données chaudes ou déclaratives pour montrer que la crise est en effet globale et bien réelle. Bon, alors, ce que vous dites aussi, Pierre Valentin, c'est que beaucoup de jeunes issus de cette génération Z cherchent à pouvoir revendiquer une identité minoritaire afin de se distinguer. Ça veut dire quoi, ça ? C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a moins une volonté d'être dans une norme que de s'en défaire et de faire... d'avoir une identité différente. C'est une révolution qui a été initiée par mon voisin de droite et la génération du baby-boom dans la course illustre membre, s'il en est, de cette course. Georges Fenech, c'est un boomer, comme vous dites. Oui, je suis un boomer. C'est purement descriptif, je pense. Dans sa bouche, c'est peut-être péjoratif. Moi, j'avoue que j'en ai bien profité. Alors, voilà, mais justement, François Bayrou s'est élevé il y a quelques mois contre ce terme boomer parce qu'il est trop utilisé. Voilà, de manière péjorative. Je reviens à nos moutons, Pierre Valentin. Alors, une revendication sur une identité minoritaire, c'est quoi? C'est une identité religieuse, une identité psychique, une identité sexuelle aussi. Racontez-moi, Pierre Valentin. Bien, ça prend toutes les formes que vous avez données là. J'ajouterais simplement que dans notre contexte culturel où la notion de science, de docteur, de médecine a une aura particulière, un attrait particulier, l'identité minoritaire psychologique, donc le fait d'être... Je suis TDAH, je suis autiste, HPI, etc. Pardon, alors corrigez-moi si je me trompe, et je parle sous le contrôle de Géraldine Amont, qui est mère de famille. TDAH, j'ai l'impression qu'on le met à toutes les sauces. À toutes les sauces, oui, exactement. Avant, on était turbulent, aujourd'hui, on est TDAH. Mais maintenant, on emploie des termes différents de... Moi, je sais que dans ma génération, je suis des années 80, on avait des élèves en difficulté, mais on ne mettait pas de mots dessus. C'est vrai, des acronymes dessus. Maintenant, c'est différent. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de... Alors, ce qui est particulièrement frappant là-dessus, c'est que dans le contexte américain, pour le coup, des jeunes garçons étiquetés TDAH, alors que ce soit légitimement ou pas, la question se pose. Mais en tout cas, il y a une forte progression de l'acronyme. Et on note, par exemple, qu'il y a beaucoup plus de jeunes garçons TDAH qui ont été élevés par ce qu'on appelle bureaucratiquement des familles monoparentales, mais ce qui dans les faits veut dire à 80% du temps des mères seules. Et donc on voit comment là il y a un lien entre le culturel et le psychique, qui est que l'absence du père, qui est l'absence de la figure aussi de l'interdit, de la limite et du non, fait que particulièrement pour des jeunes garçons très énergétiques, donc TDAH, je précise juste, pas que trouble du comportement avec ou sans hyperactivité. Voilà, ouais, effectivement. Je reviens sur cette revendication d'une identité minoritaire concernant la pratique de la religion, Pierre Valentin. Comment ça se passe chez cette Gen Z? Alors, le fait religieux a un rapport assez paradoxal à cette génération. Je dirais qu'on aurait pu s'attendre à ce que, typiquement, ils aient un rapport à l'Église qui soit de plus en plus hostile. Mais en réalité, alors que l'Église représente
une institution, et ça, a priori, ma génération n'aime pas trop, notre passé, donc quelque chose d'a priori de dépassé, eh bien, ils ont une relation à l'Église qui est moins péjorative. C'est-à-dire que 60% des 18-24 ans ont une opinion positive de l'Église, et pour les catholiques, le chiffre est bien plus élevé. Et les 60 ans et plus sont que 49% à avoir une bonne opinion de l'Église. Donc ça, c'est un retournement assez intriguant pour le coup. Il y a beaucoup plus de baptêmes maintenant chez les jeunes. Voilà, les catéchumènes, absolument. Alors, sur ces revendications minoritaires, c'est une question assez sensible que je vais vous poser, Pierre Valentin, parce que aujourd'hui, c'est vrai que ça peut surprendre les gens de mon âge, peut-être que Georges Fenech également, ça va le surprendre, mais moi, par exemple, ça me semble surprenant qu'on autorise un garçon à venir au collège maquillé, habillé en fille. Voilà. Alors on n'en voit pas à tous les coins de rue. C'est minoritaire, c'est marginal. Je peux tout à fait comprendre que ce garçon ait des aspirations différentes des autres et donc une orientation sexuelle tout à fait différente des autres. Mais y a-t-il dans cette Gen Z justement la recherche d'une appartenance à une identité sexuelle, non pas par rapport à une démarche personnelle, intime, mais plus pour se différencier des autres. En gros, est-ce qu'on adopte une orientation sexuelle différente pour se différencier des autres? Y a-t-il un peu de ça? En tout cas, c'est toujours difficile de démêler les intentions dans ce cadre-là. Et William Tay va intervenir. Oui. Ce que j'ajouterais, c'est qu'on a vu une hausse des troubles liés au corps qui a explosé au même moment de la question de ce qu'on appelle la dysphorie de genre, avec en effet des jeunes qui souhaitent changer de genre ou de sexe, pourrait-on dire. Et l'explosion, notamment chez les jeunes filles, qui sont aux États-Unis et globalement dans la vague transidentitaire occidentale, celles qui, à 75%, sont celles qui demandent des transitions aujourd'hui. C'est-à-dire que la figure historique du travelo, du transsexuel, etc., par le passé, c'était des hommes assez âgés. Aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes, donc on voit que le phénomène a complètement changé. C'est l'héritage post-68. Comment on l'explique? Je pense que la destruction des normes et des cadres et des repères a joué. C'est ce qu'a expliqué Éric Zemmour dans son livre Le suicide français, je crois. Et dans la question de ce qui a été assez bien démontré, c'est que les réseaux sociaux liés à l'image de soi, donc Instagram, TikTok, Snapchat, leur utilisation massive, particulièrement chez les jeunes femmes, particulièrement entre 11 et 13 ans, favorise massivement les troubles liés au corps, anorexie, boulimie, et pourrait-on rajouter quand même, sans doute, dysphorie de genre. William Tay, politologue. Oui, il y avait 2 points qui me marquaient dans votre intervention. La première, c'est que vous dites que les jeunes de la génération Z veulent se distinguer et veulent faire des choses différentes. Quand vous comparez à la génération de 68, etc., ils n'ont pas l'air très révolutionnaires. Et moi, tout ce que je vois, ils sont plutôt dans la culture du pas de conflit, pas de vague. Ils sortent pas des cadres. Ils suivent les tendances hiérarchiques et en fait, ils n'ont pas tendance à vouloir faire des choses particulières qui sortent de l'ordinaire. Ils ont plutôt vouloir tendance à rentrer dans un moule d'un point de vue catégorie socio-professionnelle, en tout cas à suivre la hiérarchie. Et le deuxième point, moi aussi, c'est sur la question de l'identité. Est-ce que vous ne pensez pas, pour poursuivre la question posée, est-ce qu'en fait, il ne s'agit pas de s'affirmer, parce que tous les cadres d'identité qui ont été créés avec le développement de l'État-nation ont été mis à mal par la destruction de la famille, la mondialisation, le fait que la nation n'ait plus d'importance et le fait que le cadre religieux ait été frappé par ce qu'on appelle le désenchantement du monde développé par Marcel Gauchet. En fait, c'est parce qu'on n'a pas d'identité qu'ils cherchent leur propre identité. Et vous savez quoi, on va marquer une très bonne question, on marque une courte page de publicité, quelques secondes, et on aura la réponse de Pierre Valentin, puis juste après, nous évoquerons un tout autre sujet, France-Paraguay, demain 23h, et Jacques Vendroux est déjà dans le studio parmi nous pour en parler. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Charles Huillier sur Europe 1. À tout de suite.